Merci beaucoup pour ces questionnements. Merci beaucoup pour votre écoute. Je voudrais, pour ma part, parler effectivement d'une aventure que l'UNESCO a entamée et qui est un travail en cours et qui concerne l'élaboration d'une déclaration universelle sur les principes éthiques liés précisément au changement climatique. Alors, je vais évidemment vous parler, décliner un peu ces principes qui ont été élaborés, qui est en cours d'affinement par les États membres, mais je voudrais aussi surtout m'attarder sur les débats qu'il y a eu, sur le pourquoi de cette déclaration, sur la souhaitabilité d'une telle déclaration éthique sur une telle question. Le travail a commencé. Je voudrais ici saluer également la présence de Madame Marie-Hélène Parizeau, qui est la présidente de la COMEST, cette commission mondiale sur l'éthique de la connaissance scientifique et des technologies, qui est une commission de l'UNESCO qui travaille depuis 10 ans sur la souhaitabilité, la pertinence d'une déclaration universelle sur les principes éthiques. La commission COMEST a commencé ses travaux tout à fait dans la polémique, parce que les États membres de l'UNESCO, les 195 États, ont débattu de cette pertinence ou pas. La conclusion, j'arrive tout de suite à la conclusion de ce débat qui a duré très longtemps, eh bien, était celle-ci. L'éthique était absolument indispensable pour deux raisons. La première raison, c'est évidemment, qui est toute évidente, c'est que l'éthique, il y a éthique là où il y a liberté. S'il n'y avait que fatalité, s'il n'y avait que dualité, s'il n'y avait que déterminisme, il n'y aurait pas eu besoin d'éthique, ni de droit, ni d'autre chose. Et donc, sur la question de la liberté d'expression, le changement climatique, il y a liberté de l'humanité à changer ou non de mode de production et de consommation, à changer beaucoup de choses. Il y a un choix de l'humanité à faire. Et donc, pour cette raison précisément, il y a liberté, donc il y a besoin de l'éthique. Deuxième raison pour justifier cette entreprise, c'est qu'il y a une finitude. Sur la question du changement climatique, je crois que M. Yazami, hier, avait prononcé le mot de finitude. Cette situation de fragilité extrême, de vulnérabilité extrême de l'espace humain démontre de manière très aiguë la finitude de l'espèce. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation où nous risquons la fin d'une aventure sur cette planète, et aussi la finitude s'exprime par l'incertitude qui entoure cette complexe question. Toute l'incertitude scientifique, quoique maintenant le GIEC est assez éloquent sur les preuves et les démonstrations scientifiques, mais en tout cas la notion d'incertitude inscrit la finitude et démontre la finitude de l'homme. Et face à une telle finitude, une telle incertitude, il faut se ressaisir autour de socles éthiques pour dicter et essayer d'encadrer nos actions. Alors, sur la base de cette conclusion-là, sur la liberté d'une part, mais la finitude de l'autre, qui est aussi les deux versants d'une même pièce, eh bien, les États membres ont demandé à l'UNESCO d'élaborer un draft, un texte préliminaire d'une déclaration sur les principes éthiques. Évidemment, les principes éthiques, universellement, s'inspirent des cadres fondamentaux que je peux citer comme ça. Le principe de ne pas nuire, ça a été cité ce matin, de contribuer au bien de l'autre, d'autrui, à être non violent et juste, quoique déjà la justice, on commence à entrer dans la polémique, et aussi le respect de la dignité de l'autre. Voici les quatre socles qui ont inspiré, parce qu'on a fait un examen de la littérature, que ce soit les textes religieux, mais aussi les préceptes et les textes juridiques, et les principes que sont ces quatre-là sont ressortis de manière assez itérative. Je me permets de vous signaler que du 20 au 24 septembre, la première réunion d'experts internationale nommée par la directrice générale pour élaborer ce premier draft de déclaration a eu lieu ici même au Maroc, accueilli encore une fois gracieusement par l'Académie du Royaume du Maroc et qui s'est tenue à Rabat. Et cette commission, ce comité d'experts a accouché d'un texte préliminaire qui, hier même, a été transmis maintenant officiellement aux États, aux 195 États, pour leur retour officiel sur ce texte.
Permettez-moi donc de vous citer les 6 principes clés qui ont été énoncés dans cette première version. Premièrement, le principe de prévention de dommages. En anglais, je le trouve plus suggestif, c'est le no harm, ne pas nuire. Et ce principe-là, on l'a encore dit ce matin, est un principe fondamental de la médecine, par exemple, mais il a été consacré ici comme le principe qui doit prévenir tout dommage, y compris les dommages potentiellement transfrontaliers dans la question du changement climatique. Deuxième principe, évidemment, le principe très classique principe de précaution, mais qui, cette fois-ci, a été consacré explicitement et isolément comme un principe en soi, en cas de plausible risque, mais en absence de certitude scientifique, il ne faut pas que ce soit un prétexte pour ne pas agir et prendre des mesures de prévention. Troisièmement, le principe de justice et d'équité, qui est un principe évidemment éminemment politique, évidemment aussi sur les négociations qui vont venir à la COP22, y compris sur la responsabilité commune mais différenciée, les compensations financières. Et donc, il y a un principe très précis qui parle de la justice entre les États, mais aussi à l'intérieur des États, entre les différentes catégories affectées par ce désastre. Quatrième principe, c'est le principe de durabilité. Et évidemment, ce principe de durabilité, en 2016, fait écho fortement à tous les objectifs de développement durable qui ont été adoptés. Et l'UNESCO ajoute aussi la déclaration de 1997, adoptée par les États membres de la même organisation, UNESCO, qui parle de la responsabilité des générations présentes envers les générations futures. Je vous invite à relire cette déclaration parce qu'on oublie effectivement aussi beaucoup les déclarations qui ont été élaborées. Et il y a une déclaration très spécifique en 1997 qui parle de la responsabilité intergénérationnelle. Cinquième principe, c'est le principe de solidarité. Et ici, je voudrais insister sur les 2 dimensions de solidarité. D'abord, la solidarité et l'obligation de partage des connaissances scientifiques entre les États, entre les communautés scientifiques. La solidarité morale et intellectuelle des États à partager les résultats de recherche. Et la deuxième dimension, c'est la solidarité due à l'interconnexion entre les systèmes physiques, écologiques et sociaux au sein de la biosphère. Donc c'est une solidarité, on a abordé de plusieurs manières cette question entre les différents êtres sur la Terre et aussi la solidarité entre les systèmes vivants et non vivants. Ce sont des citations que je prends de ce premier texte préliminaire et qui parlent véritablement de solidarité entre les humains, mais aussi entre les humains et les divers êtres non humains, mais aussi les non-vivants qui entrent dans les systèmes écologiques. Enfin, dernier et 6e principe, c'est le principe de partage de connaissances et de l'intégrité du processus de prise de décision. Et là, nous avons pointé dans ce principe-là la caution que les États doivent donner au processus de recherche scientifique et leur garantir toute la liberté académique de mener leurs recherches, de diffuser leurs résultats et de ne pas saper, de discréditer le processus de recherche. Et on sait à quel point ce point est important, notamment avec tout le travail immense qui a été effectué par le GIEC. Je voudrais aussi insister sur une autre dimension qui a été consacrée par cette déclaration, qui est la dimension éducative, parce que ça nous revient effectivement en tant qu'UNESCO de parler de cette problématique, et ça nous rejoint également le débat de hier sur les métadiscours ou les grands discours, les grands récits à inventer ensemble pour faire comprendre et sensibiliser et conscientiser la population. Je cite, il est consacré de promouvoir des programmes d'enseignement faisant prendre conscience des rôles de l'espèce humaine dans les écosystèmes terrestres, vivants et non vivants, et faisant comprendre ce rôle. Donc voilà un levier que nous pourrions saisir ensemble si cette déclaration est évidemment adoptée par les 195 États en novembre 2017, c'est ça le calendrier,
eh bien, voilà un levier pour activer ce récit, ce méta-récit que nous sommes appelés à inventer ensemble. Voici donc les 6 principes. Je voudrais signaler que maintenant que le texte préliminaire est communiqué, la levée de l'embargo est effective, chaque État est appelé à consulter, à ouvrir les débats au niveau national avec les différents acteurs, y compris la société civile, pour communiquer fin février les remarques officiellement à l'UNESCO pour entrer dans la phase de consolidation de ce draft. Je voudrais signaler aussi et saluer la présence de Mme Farida Khamar, qui est experte membre de ce comité d'experts international qui a travaillé donc sur ce draft. Je voudrais maintenant, permettez-moi de conclure et de rattacher ce travail-là en cours sur notre thématique. Pourquoi un nouveau temps politique? Qu'est-ce que serait que ce nouveau temps politique? Je crois que cette question, je vois au moins trois éléments de réflexion qui, me semble-t-il, sont extrêmement pertinents pour réinventer ce nouveau temps face à cette problématique de changement climatique et la responsabilité éthique. D'abord, je crois que Michel Tubiana vient de parler, d'évoquer cette épineuse question qui nous travaille depuis des années et des décennies, qui est le relativisme. Et je crois que le nouveau temps politique qui nous appelle dans cette problématique-là, c'est justement que nous sommes invités, je crois, et il y a une injonction forte à relativiser nos propres relativismes jusqu'à ce jour. Devant une telle catastrophe, devant une telle problématique complexe et globale, tout le monde est absolument concerné. Il n'y a plus lieu aujourd'hui de venir avancer des arguments de relativisme et nous sommes appelés, et c'est une nécessité historique maintenant, de relativiser tous les relativismes qui ont occupé les espaces publics jusqu'à maintenant, parce que face à la planète Terre, eh bien, il n'y a pas de relativisme qui tienne. Et donc, ce repositionnement et cette réflexion-là enjoint un nouveau temps politique. Deuxièmement, je crois que c'est aussi un moment pour réaffirmer notre patrimoine universel pour faire le politique jusqu'à maintenant, et qui est notre socle commun de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne peut être que rappelé et revivifié dans sa teneur et également sa puissance de faire le politique ensemble. Et donc cette puissance théorique, historique, patrimoniale doit être réaffirmée aujourd'hui. Troisièmement, je crois que le temps politique est bon quand il y a une crise profonde. Et la crise devant laquelle nous sommes est une crise absolument profonde et complexe, et je crois que le politique est appelé, est bon pour réagir et inventer de nouvelles manières de faire, également parce que le politique est appelé à renouer le sens avec l'éthique, comme l'a rappelé Nicolas Hulot hier. Et donc l'éthique et le politique, avec cette problématique nouvelle, trouvent une nouvelle place dans ce nouveau temps politique. Et enfin, quatrièmement, je crois que le nouveau temps politique, c'est que tout le monde est effectivement ou potentiellement au courant de ce qui se passe. L'accès à l'information est faramineuse, instantané, et il y a un réenchantement possible de la démocratie. Et nous l'avons rappelé à plusieurs reprises, les acteurs divers de l'espace public doivent se saisir et saisissent déjà de la question. Et je crois que c'est un formidable renouvellement du temps politique également, liant l'éthique et le politique devant une crise mondiale. Je vous remercie de votre attention.